Bonjour à tous. Nous retrouvons les vieilles habitudes auxquelles nous nous étions accoutumés au moment du confinement, c'est-à-dire les cours par visio, dont la nécessité ici est déterminée par quelques petits événements qui interfèrent avec ce cours. Alors, pour ce jeudi 19, le cours avait été rendu l'après-midi à l'UTL impossible par l'Assemblée générale de l'Université du temps libre, et le soir à Théophile Gautier, j'ai préféré, en accord avec monsieur le proviseur du lycée, qui nous accueille toujours avec la même gentillesse et nous a toujours réservé le même accueil favorable. Enfin, nous avons décidé qu'il était préférable pour ce jeudi soir que le cours soit annulé en raison, bien sûr, de la journée d'action contre la réforme des retraites. Journée d'action d'ailleurs à laquelle moi-même je participerai demain, puisque j'enregistre ce cours la veille mercredi. Quant au cours du 26, la semaine suivante, il se trouve que je ne peux pas l'assurer l'après-midi et que par conséquent, je l'enregistrerai aussi, même si le cours du soir à Théophile Gautier, le 26 janvier, lui est maintenu, afin que ceux qui préfèrent, qui ont la possibilité de suivre le cours en présentiel, comme on dit maintenant, normalement puissent se rendre au lycée. Mais comme je ne pourrai pas être là l'après-midi, du jeudi 26, eh bien, je décide d'enregistrer aussi ce cours, ce qui permettra d'ailleurs à ceux qui suivent habituellement les choses le soir à Théophile Gautier de profiter de cette occasion, éventuellement, s'ils préfèrent ne pas sortir de chez eux ce jour-là. Voilà. Bien, j'explique pourquoi je ne peux pas faire le cours du jeudi après-midi le 26, parce que le Parc national des Pyrénées m'a demandé de faire ce jour-là une communication. Je lui donne la priorité. Le Parc national m'a aimablement nommé au conseil scientifique de cette institution, et j'ai à cœur, compte tenu de l'intérêt que présente pour moi personnellement cette participation au conseil scientifique, j'ai à cœur de rendre autant que je peux les services qui correspondent à mes capacités, à mes compétences, à cette institution. Voilà. Bien, je vais reprendre donc notre petit cheminement sur la question de la nature. Nous avions examiné précédemment les deux premières déterminations de la notion de nature, l'une, la première, négative, la seconde, positive. Vous vous souvenez que la détermination négative de l'idée de nature, eh bien, c'était opéré par opposition à l'idée d'artificiel, naturel, artificiel, opposition tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus naturel pour la plupart d'entre nous, et même pour la totalité d'entre nous. Et cette opposition à l'artificiel nous permet de, dans une première approche, de définir la nature comme ce qui s'oppose à l'artifice, c'est-à-dire comme ce qui ne résulte pas de l'action humaine, ou plus précisément parce que l'idée d'artificiel n'a pas de raison d'être liée absolument à la référence à l'humain. Plus exactement, la nature, c'est ce qui n'est pas le produit d'une activité intelligente répondant à un projet, ce qui est la définition de l'artificiel. Ça, c'était la première détermination négative. Et j'avais ensuite procédé à une détermination, elle, positive, puisqu'on ne détermine véritablement une notion qu'en disant ce qu'elle est, et non pas seulement, bien sûr, en l'opposant à ce qu'elle n'est pas. Une détermination négative n'est jamais véritablement une détermination, et elle ne peut pas fournir d'éléments pertinents pour une définition. Je peux toujours dire, par exemple, moi je ne sais pas, que le régiment de Sambre-et-Meuse n'a pas participé à la bataille d'Azincourt, mais ça ne me donne aucun renseignement positif sur ce qu'est le régiment de Sambre-et-Meuse, ni d'ailleurs sur ce qu'a été la bataille d'Azincourt. La deuxième détermination de l'idée de nature, positive, elle, donc, consiste dans la mise en évidence de son intériorité. La nature, c'est ce qui, alors je dis par définition, vient avant l'artificiel, bien sûr, et cela découle à la fois de, je dirais, de considérations conceptuelles. L'artificiel
implique conceptuellement une base naturelle sur laquelle s'exerce la puissance justement de cette intelligence qui poursuit un but d'artificialité. Donc cela s'impose conceptuellement, mais cette intériorité s'impose aussi historiquement par le fait que la nature a, dans l'histoire de la réalité, précédé, bien entendu, l'artificialité qui en est sortie, qui en est issue. Alors, donc, ces deux déterminations, la première négative, la seconde positive de l'idée de nature, nous avaient amené ensuite à examiner l'idée de nature au sens de l'essence d'une chose, de la nature d'une chose, ce qu'est cette chose. Eh bien, toutes ces approches de l'idée de nature débouchaient sur le même constat d'antériorité, puisque l'essence de la chose a comme support de ce que deviendront les propriétés contingentes de cette chose, eh bien l'essence de la chose a aussi ce statut de priorité, d'antériorité, de primordialité. Et rappelez-vous la l'excellente formule de Merleau-Ponty qui dit les choses avec une concision indépassable. Le naturel, c'est le primordial. Voilà. Est naturel le primordial. C'est donc une citation, je le rappelle, tirée du cours de la préface du cours de Maurice Merleau-Ponty sur la nature au Collège de France dans les années 1950. Alors, je vais maintenant m'engager dans une deuxième détermination positive de l'idée de nature qui va consister à caractériser l'idée de nature comme l'idée d'une puissance. Je répète, il s'agit, dans ces moments successifs d'approfondissement de l'idée de nature, il s'agit de la déterminer de la façon d'une façon de plus en plus précise et donc approcher ce qui fait le cœur de l'idée de nature. Mais ce cœur n'est pas une idée unique, n'est pas un concept unique, il est pluriel, comme je viens de le montrer, mais partout, même si bien sûr il semble n'y avoir pas grand-chose immédiatement de commun entre l'opposition du naturel et de l'artificiel et l'opposition de l'essence et des accidents, eh bien partout il y a un lien intime qui unit fondamentalement toutes ces significations. Alors la deuxième détermination de l'idée de nature, qui est positive comme la précédente, va consister à la caractériser comme une puissance. Alors ça, c'est le troisième moment de cette première grande partie consistant à déterminer l'idée de nature. Et ce troisième moment, je vais le décomposer en deux étapes. La première, que vous pouvez donc numéroter 3.1, va nous conduire à passer par des considérations de nature esthétique. J'irai ici assez vite parce que ce sont des choses. D'abord, j'irai vite parce qu'on pourrait aller tellement profond et tellement loin que ça pourrait nous prendre des semaines. Et ensuite, parce que ce sont des choses que j'ai déjà développées lors de mes réflexions de philosophie astronomique il y a quelques années. Ce cours avorté, ou plutôt interrompu, de philosophie de l'astronomie, si l'on veut, qui avait été arrêté net par le Covid-19 et par la contrainte du confinement. Donc, j'intitule ce moment 3.1 esthétique de la nature, le beau et le sublime. Le beau et le sublime. Mais il ne va pas être seulement question d'esthétique dans ce premier moment. Ce qui n'échappe à personne, je pense, c'est que avant d'être de nature conceptuelle ou théorique, notre approche de la nature, et je ne parle plus ici de l'idée de nature, je parle de l'objet, de la chose, la nature, eh bien l'appréhension que nous avons de la nature, la manière dont nous l'abordons, la façon dont elle s'offre, elle se présente à nous, la façon dont elle présente pour nous un intérêt, une signification dans nos existences, eh bien, cette façon n'est pas d'abord conceptuelle ou théorique. Je dirais qu'elle met en évidence l'approche intuitive et, je dirais, la plus fréquente que chacun d'entre nous a avec la nature. Eh bien, elle met en évidence un privilège de la modalité affective,
de notre relation à la nature. La nature est d'abord pour nous une source et une occasion d'éprouver un certain nombre d'affects. Affects, émotions, sentiments, éventuellement peut-être même passions, et aussi parmi le registre de ces émotions, des choses plus déterminées, comme peut-être, par exemple, la peur. Car il y a dans la nature de quoi susciter différentes formes de peur, jusque quelquefois à des formes très puissantes, comme par exemple l'effroi. La nature, en effet, a ce pouvoir de déterminer en nous certaines émotions, certains sentiments, bref, certains affects, par le fait qu'elle nous apparaît comme une puissance. Et même, il faut bien le dire, comme une prodigieuse, une formidable, une colossale puissance. Une puissance qui possède, chacun le sait, et chacun en a fait l'expérience, les deux versants de la destruction d'une part et de la fécondité créatrice d'autre part. Du côté de la destruction, évidemment, il y a des phénomènes dont il est à peine nécessaire d'énumérer la diversité. Chacun sait de quelle façon et de quelles nombreuses façons et avec quelle intensité dévastatrice la nature peut manifester sa puissance destructrice. Inutile, je répète, de faire la liste des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des raz-de-marée, des maladies et peut-être même plus fondamentalement de la mort, parce que la mort est évidemment au premier chef, même si elle a bien d'autres aspects, bien d'autres dimensions que l'aspect naturel. La mort est d'abord une réalité naturelle, et c'est une réalité naturelle à laquelle non seulement nous sommes comme vivants tous condamnés, mais à laquelle peut-être, pour des raisons plus fondamentales encore que celles qui tiennent à l'organisation du vivant, toutes les réalités naturelles et même toutes les réalités artificielles, toutes les réalités humaines, y compris culturelles et spirituelles, sont condamnées. Ça, évidemment, c'est l'objet de nombreuses autres réflexions que je ne veux pas ici, que je n'ai pas le temps et que je ne désire pas traiter ici. Du côté de la fécondité créatrice, c'est tout aussi évident, quiconque a ne serait-ce que pratiqué le jardinage ou l'agriculture ou l'élevage, eh bien, a pu faire l'expérience de cette fécondité productrice de la nature, fécondité productrice dont il peut même nous être donné de faire l'expérience la plus intime sur le mode de la procréation. L'expérience, l'intime, le caractère intime, le caractère éminemment et profondément personnel de l'expérience de la procréation pourrait bien être aussi au principe, par exemple, de l'appréciation de la différence naturelle, parce que je la tiens pour naturelle et je ne crois pas qu'elle soit exclusivement culturelle, ni seulement une construction sociale, l'expérience de cette réalité naturelle qu'est, par exemple, la différence sexuelle. On y réclamera, mais beaucoup plus tard. Donc, la nature est ce Janus, on pourrait presque dire, si je ne l'utilise que comme métaphore, bien sûr, je l'utilise ici que comme une image, mais cette espèce de divinité aux deux faces, à la fois destructrice et créatrice. Cette créativité de la nature, c'est aussi son inventivité et son caractère imprévisible. Dans la destruction, j'ai énuméré quelques exemples bien connus de la capacité destructrice de la nature, mais ça s'observe, je dirais, de façon très concrète et de façon très immédiate dans notre environnement. Par exemple, chacun a vu un mur décellé, ébranlé, mis en péril, puis finalement détruit par exemple, une racine, un arbre qui pousse à proximité d'un mur, d'une construction ou de quoi que ce soit d'artificiel, est évidemment pour cette réalité artificielle un péril. Quant à l'inventivité, la productivité, elle se manifeste d'abord par la diversité, l'extraordinaire diversité des paysages, par exemple, que produit la nature, même si l'on s'en tient à cette dimension seulement naturelle du paysage, y compris dans les zones où l'artificialité est
réduite à son minimum, par exemple les déserts. Lorsque nous contemplons les paysages, même de désert, nous nous apercevons de la capacité extraordinaire d'inventivité de cette nature, même exclusivement minérale, indépendamment, évidemment, à un degré beaucoup plus élevé encore, de ce qu'on peut observer, de ce qu'on peut admirer dans, par exemple, les forêts, ou lorsqu'on se trouve face à l'extrême diversité des formes vivantes, végétales et animales. Cette puissance de la nature, les écrivains se sont, je dirais, avec un talent et même quelquefois avec un génie prodigieux, se sont évertués à la mettre en évidence, à la mettre en image, à la mettre en style. Je ne citerai que 2 œuvres que je crois d'ailleurs avoir déjà évoquées. Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, cette puissance de la nature qui s'exprime dans les éléments déchaînés, éléments qui sont à la source même de l'intrigue de ce roman, Les Travailleurs de la mer. Je ne vais pas le raconter, vous l'avez lu, ou vous le lisez, ce qui me paraît d'ailleurs être, du point de vue des préférences à donner dans la littérature française, quelque chose de tout à fait prioritaire, Les Travailleurs de la mer. Je mets Les Misérables de Hugo encore au-dessus. Mais enfin, Les Travailleurs de la mer est un très très grand roman dans lequel on assiste au déchaînement des éléments, dans la tempête, dans toute cette puissance, cette force dont la mer peut être animée, et qu'on va retrouver par exemple dans l'étreinte de la pieuvre qu'affronte Gilliatt dans le roman. Et finalement, à la fin du roman, cette puissance est celle qui détruit même le personnage de Gilliatt, qui périt englouti par le flot, mais ce qui ne périt pas, c'est son amour, pour Déruchette, qui lui est indestructible, ce qui évidemment peut suggérer qu'il y a dans l'amour quelque chose comme une dimension qui ne serait pas elle, naturelle. Mais c'est une question que je ne tranche certainement pas ici, et dans l'examen de laquelle je n'ai pas l'intention d'entrer. Pensons aussi à La faute de l'abbé Mouret, Zola qui est un très grand peintre, un très grand romancier de la nature. Dans La faute de l'abbé Mouret, nous voyons la nature exploser de puissance dans, par exemple, le soleil de la Provence, la chaleur de la Provence, l'exubérance de ce jardin, le Paradou, qui est, on va dire dans le roman, l'expression même de cette puissance de la nature, dont la religion qui va finalement triompher de l'amour des personnages de La faute de l'abbé Mouret. Eh bien, la religion est l'opposé. Qu'est-ce que c'est que La faute de l'abbé Mouret? C'est la puissance d'un amour manifestée et symbolisée par l'exubérance du jardin du Paradou, la puissance de l'amour tuée par une religion de la puissance, par cette religion qui, évidemment, ne veut pas entendre parler de cet amour. Cette puissance de la nature, elle s'exprime, elle se manifeste aussi dans la sensualité du personnage d'Albine et la puissance du désir de l'abbé Mouret lui-même, abbé qui est habité par une puissance naturelle, celle du désir sexuel, qui va jusqu'à se projeter vers les êtres qui en sont les cibles les moins vraisemblables, les moins prévisibles, par exemple la Vierge Marie devant laquelle il est en adoration. Et par des détails d'ailleurs encore plus, je dirais, anodins dans le roman, mais qui ont leur signification, ce n'est pas pour rien que Zola fait envahir l'église par une volée de moineaux qui se précipitent dans l'édifice religieux au moment de la messe. Là encore, la puissance de la nature. Nous sommes constamment ébahis, stupéfaits, émerveillés même par les puissances, la puissance de résistance et de résilience de la nature. Si je dis résistance et résilience,
alors ça c'est une parenthèse, une petite parenthèse lexicale, mais enfin qui témoigne d'un agacement profond que j'ai aujourd'hui pour la disparition du mot résistance au bénéfice de la seule résilience, ce terme qui a été mis à la mode par Boris Cyrulnik, avec de bonnes raisons d'ailleurs, mais qui ne signifie pas la même chose que résistance. On nous dit aujourd'hui que grâce à l'aide qu'apportent les Occidentaux à l'armement des Ukrainiens, eh bien, ça va améliorer la résilience de l'armée ukrainienne à l'envahisseur russe. Mais pas du tout. Ça va améliorer la résistance de l'armée ukrainienne. La résilience veut dire autre chose que la résistance. La résistance, c'est la capacité d'affronter sur le moment le choc lorsqu'il se produit. La résilience, c'est la capacité d'une réalité quelconque. Ça peut être un milieu naturel, ça peut être un individu, vous ou moi, ça peut être une société, c'est ça, leur capacité à rétablir un équilibre après qu'il a été rompu par un choc et, comme on dit vulgairement dans la langue de tout le monde, se renaître. Et c'est ça, la résilience. Eh bien, la nature fait preuve des deux. Elle résiste et elle a une capacité extraordinaire de résilience. On l'a vu au moment justement du confinement, lorsque l'absence, le retrait au provisoire, très peu durable, mais enfin le retrait tout de même des humains de certains milieux, eh bien, a permis à la nature, comme on dit, bon, dans une expression qui évidemment mériterait d'être examinée de près et à laquelle il ne faut peut-être pas et sans doute pas accorder un sens littéral, mais ces situations dans lesquelles la nature trouvait le moyen de, comme on dit, reprendre ses droits. Reprendre ses droits. Ah oui, on a vu des baleines revenir à proximité des rivages marseillais, ce qui ne s'était pas produit depuis longtemps, eh ben, tout simplement parce qu'effectivement, eh ben, dans les calanques et même sur les quais de Marseille, eh bien, il y avait beaucoup moins de monde qu'il y en avait d'habitude. Donc là, la nature a une extrême capacité de résistance aux modifications, par exemple, que nous, humains, essayons de lui faire subir, et elle a une grande capacité de résilience au sens où, très vite, elle est capable de rétablir des équilibres qui avaient été rompus. Il faut bien avoir conscience que l'humain, avec toutes ses techniques, avec tout son savoir, avec toute son intelligence, avec tous les moyens pratiques, les outils, les instruments, les machines qu'il a inventés, l'humain n'est rien devant cette puissance. Si tant est qu'on veuille bien prendre le mot nature au sérieux, c'est-à-dire ne pas limiter la nature aux dimensions de notre jardin ou même de la forêt la plus proche, car l'humain, certainement, peut aménager selon son désir un jardin, et il peut aménager, exploiter une forêt, et il peut même la détruire complètement. Mais il n'a aucune puissance contre la nature, dès lors, je le répète, qu'on accepte d'entendre le mot en son sens réel. Même à l'échelle de la Terre, de la planète Terre, qui est une réalité infinitésimale, microscopique, si on la compare à l'ensemble de l'univers, de la réalité matérielle, de la réalité naturelle des choses corporelles et physiques, eh bien, même la Terre, l'homme est incapable de lui faire plus que quelques égratignures d'ailleurs qui ne concernent que la fine pellicule du vivant, qui est apparu depuis quelques milliards d'années à la surface de cette planète. Le slogan « Sauver la planète », je ne dis pas qu'il n'a aucun sens, mais à la lettre, évidemment, il est inepte. La planète Terre comme planète, c'est-à-dire comme objet astronomique, ne court aucun risque du fait qu'a surgi à un certain moment à sa superficie cette espèce très particulière d'être vivant qu'on appelle Homo sapiens. La planète est très sérieusement, très gravement menacée, mais elle ne l'est qu'au titre d'habitation de l'humanité et certainement pas au titre de réalité géophysique, de réalité astronomique. Comme satellite du Soleil, l'humanité peut faire tout ce qu'elle voudra, elle ne changera rien à la réalité de la planète Terre. Tout l'arsenal nucléaire dont nous disposons aujourd'hui serait-il déchaîné
simultanément et dans imaginons un projet délibéré de détruire la Terre, qu'il n'en aurait absolument pas la capacité. Peut-être aurait-il, et à titre personnel, j'ai quand même de très fortes raisons d'en douter, peut-être le déchaînement de tout cet arsenal nucléaire aurait-il la capacité de venir à bout de la vie. Mais à titre personnel, je ne le pense pas, en raison justement de ce que j'ai dit, la capacité de la vie à résister et à se rétablir. Ces capacités de rétablissement sont telles que je ne pense même pas que nos moyens techniques soient capables d'en venir à bout. Évidemment, tout ce que je viens de dire ne doit pas être pris en un autre sens que sa signification littérale. Il est évident que nous avons un devoir extrêmement pressant aujourd'hui, et il y a une urgence considérable aujourd'hui à sauver la planète en tant qu'habitation pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que veut dire sauver la planète en tant qu'habitation pour l'humanité, en tant que planète habitable? Ça, j'y reviendrai beaucoup plus tard, quand il sera question des problèmes relatifs à la protection, à la sauvegarde de la nature. Ça, ce sera développé beaucoup plus loin. Donc là, il est parfaitement clair que sauver la planète est un slogan écologiquement pertinent pour nous, ça ne fait aucun doute, quelles que soient les raisons d'ailleurs qu'on peut avoir de s'atteler à la tâche de la protection de la nature. Mais il faut bien comprendre que face à la nature entière, eh bien, l'homme, la puissance technique de l'homme ne peut rien, strictement rien. De cette dualité d'aspect de la nature, puissance destructrice, puissance créatrice, productrice, découle de façon assez logique une ambivalence, c'est-à-dire une ambiguïté du côté de la valeur de la nature. L'ambivalence, elle consiste en ceci, que la nature est pour nous, je dirais, un lieu de familiarité. L'intérêt que nous trouvons, et l'intérêt esthétique en particulier, j'y viens, puisque j'avais annoncé des considérations esthétiques, l'intérêt que nous avons à la fréquenter, à nous y rendre, à y revenir périodiquement, est un intérêt qui tient, je le répète, au sentiment très fort que nous avons lorsque nous y séjournons, le sentiment que nous avons d'être chez nous, sous un certain aspect et jusqu'à un certain point, d'être chez nous, tandis que nous vivons les milieux artificialisés, anthropisés, les milieux urbanisés, industrialisés, comme des lieux inhospitaliers, des lieux dont nous avons nettement l'impression, le sentiment de recevoir quelque chose qui mérite d'être appelé une agression. Et donc, il y a ce sentiment de familiarité, et ce sentiment de familiarité, il va s'exprimer dans l'émotion esthétique correspondant à ce qu'on appelle la beauté. Les choses naturelles sont souvent belles, elles ne sont pas toutes, certaines même ont une certaine laideur intrinsèque, ça ne fait aucun doute. Vous n'avez aller voir, par exemple, sur Internet, en tapant rat-taupe. Rat, R-A-T, comme un rat, c'est un rat d'ailleurs, trait d'union, taupe, comme la taupe, l'animal fouisseur. Vous tapez rat-taupe et vous faites Google Images et vous allez voir les images du rat-taupe. Un rat-taupe, c'est hideux. C'est hideux. Et ce n'est certainement pas le seul animal qu'on ait de bonnes raisons de trouver spécialement moche dans la nature. Et tous les végétaux n'ont pas non plus l'égale beauté. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, que la beauté des réalités naturelles est quelque chose qui change avec les époques, qui change avec les milieux sociaux, qui change avec la culture. Vous avez raison. Lorsque Jean-Jacques Rousseau veut accoutumer le petit Émile dans l'ouvrage éponyme, lorsque Rousseau veut habituer le petit Émile à affronter la laideur, il lui montre par exemple ces animaux comme les animaux comme des crustacés. Il va lui montrer une langouste, un homard. Il ne trouve pas, nous, du tout, qu'une langouste ou un homard soit spécialement laid. Au contraire, je trouve, à titre personnel, que ce sont de très beaux animaux par leur couleur, par leur forme bizarre même. Le bleu du homard est une merveille. Et enfin, c'est vrai que dans la beauté, dans la nature, est pour nous omniprésente. Enfin, les fleurs, les arbres, le ciel étoilé, et aussi, par exemple, penser aux minéraux.
une exposition de minéraux, c'est un déploiement de beauté. Eh bien, la beauté, l'expérience de la beauté de la nature, elle signifie pour nous qu'il y a quelques réalités dans ce sentiment, ou que ce soit une pure illusion. Elle signifie pour nous que la nature est là pour nous accueillir, ou du moins qu'elle a cette capacité de nous accueillir, qu'elle a cette capacité de nous recevoir comme un lieu où nous sommes chez nous et où nous pouvons éprouver le plaisir d'une certaine adéquation entre ce que nous sommes, ce à quoi nous aspirons et ce que la nature a à nous offrir. La nature nous offre des occasions, de multiples occasions, de cette expérience de familiarité, de proximité, la beauté et cette émotion que nous éprouvons lorsque nous avons presque le sentiment que la nature a été faite pour nous, qu'elle a quelque chose à nous dire et quelque chose qui est fait pour nous plaire. Alors, c'est là l'un des deux aspects du rapport esthétique que nous pouvons avoir avec la nature. Parce que je viens d'évoquer le ciel étoilé. Le ciel étoilé est beau. Et d'ailleurs, j'avais longuement réfléchi sur cette beauté du ciel étoilé lorsque j'avais traité d'esthétique dans la première partie, le premier moment de ce cours de philosophie astronomique qui s'est, comme je venais de le dire tout à l'heure, brutalement interrompu à cause du Covid. Mais le ciel étoilé, et j'avais traité cet aspect aussi, est également l'objet d'un sentiment de nature tout à fait distinct de la nature de la beauté, qui est le sentiment du sublime. Le sentiment de nous trouver devant quelque chose dont la dimension nous écrase. Et ce sentiment du sublime, Kant, qui l'analyse de façon très approfondie dans deux ouvrages, va en distinguer deux aspects. Les deux livres dans lesquels Kant s'intéresse à l'idée du sublime, au sentiment du sublime et à celui du beau, sont premièrement un ouvrage de jeunesse intitulé « Observation » au pluriel sur les sentiments du beau et du sublime. Observation sur les sentiments du beau et du sublime. Ouvrage de jeunesse dans lequel Kant, je dirais, reste à la surface des choses en faisant de ces deux sentiments une analyse et une approche purement psychologique. Dans la critique de la faculté de juger, ouvrage d'une lecture considérablement plus difficile, mais dans la critique de la faculté de juger, dans la première partie de la critique de la faculté de juger, Kant analyse à un niveau plus profond ces sentiments du beau et du sublime, et il rapporte le sentiment du sublime à deux dimensions qu'il va appeler sublime mathématique, sublime dynamique. Le sublime mathématique, c'est le sublime de la grandeur par les dimensions géométriques. Ce pourquoi il l'appelle mathématique. C'est l'immensité du ciel étoilé. Ce sont les dimensions, y compris jusque dans la diversité, par exemple, de la diversité du vivant. La biodiversité est quelque chose qui peut susciter le sentiment du sublime par sa profusion numérique. Le nombre d'espèces, par exemple. Quand on sait qu'il y a à la surface de la Terre entre 3, 4 et 30 millions d'espèces, on ne sait pas exactement, il y a là de quoi donner le vertige. Eh bien, c'est ce vertige que donne le sublime mathématique, qu'on contemple devant le ciel étoilé, pour peu qu'on ait une conscience des dimensions de l'univers. Quant au sublime dynamique, c'est le sentiment que nous éprouvons à la conscience de la puissance physique, de la puissance mécanique des phénomènes naturels. C'est la tempête, c'est l'ouragan, c'est le raz-de-marée, c'est l'orage. Évidemment, sentiment que nous ne pouvons éprouver qu'à condition d'être à l'abri, de contempler le déploiement de cette puissance à l'abri des dégâts qu'elle peut déterminer pour nous. Cette puissance de la nature, dans un ordre qui n'est pas propre à nous la rendre comme quelque chose de familier, elle va se manifester cette puissance dans le caractère d'inquiétante étrangeté que quelquefois
la nature manifeste. Dans les cahiers, Paul Valéry notait ceci, ça se trouve page 847 du deuxième volume des cahiers édités dans la Pléiade par Gallimard de Paul Valéry. Paul Valéry disait ceci: je n'ai la sensation de la vraie nature, je n'ai la sensation de la vraie nature, il veut dire je n'ai vraiment la sensation de la nature, je n'ai la sensation de la vraie nature que devant des relations inattendues, telle qu'une tête humaine n'en aurait jamais eu l'idée. Telle qu'une tête humaine n'en aurait jamais eu l'idée. La nature se présente aussi à nous sous cette forme étrange et inquiétante par son étrangeté de quelque chose qui, alors, tout à l'inverse de l'expérience de la beauté qui nous fait éprouver la nature comme quelque chose où nous pouvons être chez nous, quelque chose d'étrange et d'étranger. Voilà, ça c'est une dimension très importante de la nature et j'y reviendrai beaucoup plus tard. Je pense que s'il y a quelque chose à protéger dans la nature, c'est aussi de ce côté-là. Ce n'est pas simplement la beauté, ce qui fait que nous allons en forêt parce que nous nous sentons bien, mais c'est aussi, la nature doit aussi être préservée pour cette capacité qu'elle a à nous étonner, à nous dépayser et à le faire jusqu'à un point qui nous rendrait sa manifestation, sa présence, on va dire presque, je ne dis pas douloureuse, mais au moins presque pénible par certains aspects. Je crois que de cette dualité d'aspects de la nature, puissance destructrice, puissance créatrice, eh bien, vient cette tendance extrêmement ancienne, extrêmement répandue, qui se manifeste partout dans la mythologie, dans la littérature, dans l'art, eh bien, cette tendance que nous avons à personnaliser la nature. La nature est souvent par nous de façon métaphorique, mais pas toujours de façon, je dirais, complètement et seulement métaphorique. Vécue, expérimentée comme une personne en présence de laquelle nous nous trouverions et une personne dont nous serions fondés à attendre certaines choses, dont nous serions fondés à redouter certaines choses. Et donc ça, je pense que c'est l'origine de ce mouvement qui traverse toute la culture, au moins occidentale, et sûrement d'ailleurs au-delà de la culture occidentale, cette tendance à personnaliser la nature. C'est aussi probablement ce qui nous fait regarder la nature comme quelque chose qui pourrait avoir vis-à-vis de nous certains droits et qui pourrait avoir aussi la capacité de limiter nos droits à nous, humains. C'est une espèce de banalité que de dire que la notion de personne est attachée à celle de droit, au point d'ailleurs que l'idée de personne humaine pourrait recevoir sa définition du fait d'être titulaire, sujet de droit. Eh bien, cette puissance de la nature, elle tend à nous faire supposer, attention, il faudrait examiner cette supposition, il ne faut pas prendre nos sentiments pour argent comptant, il ne faut pas prendre les émotions que nous éprouvons face à la nature ou face à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, pour l'attestation de la vérité des présupposés sur lesquels reposent ces sentiments. Mais enfin, c'est un fait qu'on ne peut pas tenir pour négligeable, que nous expérimentons notre rapport à la nature comme le rapport à quelque chose qui est peut-être plus qu'à quelque chose et qui pourrait détenir des droits. Je répète, il n'y a aucune raison pour le moment, à l'étape où nous en sommes, de valider cette idée que la nature aurait en elle-même ou que les êtres naturels, les êtres géologiques, les êtres végétaux, les êtres animaux auraient en tant que tels des droits. Ça pourrait n'être qu'une illusion. Et d'ailleurs, ces questions-là sont l'objet d'âpres débats aujourd'hui en philosophie morale, en éthique de la nature. Donc, ne croyons pas nos émotions, ne croyons pas nos sentiments sur parole. Mais c'est un fait que nous avons quelquefois l'impression que nous sommes devant la nature, devant quelque chose à l'égard de quoi nous ne pouvons pas tout nous permettre. Et pas seulement pour des raisons de prudence matérielle, mais aussi pour des raisons d'éthique. Quelque chose, par exemple, qui
lorsque nous avons affaire au vivant, prend une dimension encore particulière, indépendamment même, nous le verrons, du fait qu'avec le vivant va souvent la sensibilité. Il n'est peut-être pas nécessaire qu'un être vivant soit doué de sensibilité pour que le simple fait qu'il soit vivant, précisément, nous semble créer de son côté certains droits et créer pour nous certaines obligations. Je reviendrai sur ces questions plus tard. Je viens d'évoquer la vie. Ce sera l'objet de la deuxième partie de cette séance du jeudi 19 janvier. Dans cette seconde partie, qui durera comme la première peut-être environ, enfin je suppose environ 40 minutes, eh bien je reviendrai, je viendrai vers une question qui est évidemment cruciale, on le verra pour plusieurs raisons, qui est le rapport entre les notions de nature et de vie, justement. Donc vous pouvez d'ores et déjà inscrire en tête de ce qui va suivre le titre 3.1 de cette deuxième détermination positive de l'idée de nature par la puissance. Vous pouvez inscrire nature et vie. Voilà. Alors, j'avais annoncé à la toute fin de la première partie l'intitulé du deuxième moment de ce grand 3, deuxième détermination positive de l'idée de nature, la nature comme puissance. Donc, deuxième moment, donc 3.2, nature et vie. Je précise que vous trouverez, comme d'habitude, la continuation du plan avec les citations sur le blog. Le fait que ce cours soit transmis en visio ne change rien à ce fonctionnement, bien entendu. Alors, la raison pour laquelle j'ai intitulé ce deuxième moment « Nature et vie » va s'éclairer un petit peu plus loin. Pour l'instant, il nous faut faire, et peut-être d'ailleurs certains s'attendaient-ils à voir cette étape intervenir de façon beaucoup plus précoce que je ne le fais, il nous faut nous intéresser un peu à l'étymologie, à l'origine du mot nature, à toute la famille des termes qui, aussi bien en français que dans d'autres langues, et notamment les langues d'où sont tirés les mots français, le latin principalement, mais aussi le grec, il nous faut nous intéresser donc à ces questions d'étymologie. Je disais que certains d'entre vous auraient pu s'attendre à ce qu'on commence par là. C'est souvent une espèce de passage obligé, d'étape préliminaire pour réfléchir sur une notion, que d'en étudier l'étymologie. Je n'ai pas commencé par là parce que ma conviction est qu'il n'y a pas d'impératif absolu à faire de l'étymologie le préalable de l'étude d'un concept. L'étymologie peut être extrêmement éclairante, et on va voir qu'ici, elle l'est spécialement, mais elle peut aussi nous égarer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité intrinsèque, absolue, nécessaire et a priori de l'étymologie des termes. En tout cas, une chose est certaine, on ne règle pas les problèmes que pose une notion à partir de la seule étymologie. C'est une échappatoire un peu trop souvent empruntée dans les échanges d'arguments, dans les discussions, dans les débats, que de retourner contre ce que dit quelqu'un l'étymologie du mot qu'il utilise. Je pense que c'est de très très mauvaises stratégies parce que cette manière de faire ne comporte absolument aucune assurance de vérité. Alors, intéressons-nous donc au mot nature à ce point de vue de l'étymologie. Nature vient du latin, d'un mot latin natura, que vous écrivez en remplaçant simplement le E final par un A. Natura a pour origine une famille indo-européenne de racines qui vont se pousser des ramifications du côté du grec et du latin. Donc des racines qu'on va retrouver à l'origine de nombre de mots grecs et latins. Cette racine, alors je ne peux pas la prononcer de façon conforme évidemment à ce qu'a pu être le terme originel, mais cette racine indo-européenne, c'est une racine génée, gnée, G-E-N-E, gnée, G-N-E, qui a pour signification générale engendrer ou naître.
Donc les idées d'engendrement de naissance. Le mot grec qu'on traduit en français par nature, c'est le plus couramment et presque toujours en fait le mot physis. Je prononce physis, vous pouvez l'écrire soit P-H-U-S-I-S, soit P-H-Y-S-I-S. De toute façon, c'est la même prononciation. On prononce en général donc physis. Physis est apparenté en grec à un terme phué qui signifie la croissance, le fait de croître. Phué, croissance, et on va retrouver cette racine indo-européenne, gène, gné, dans le mot génos, enfin on prononce génos, c'est le gamma, génos, naissance, descendance, lignée, race, ce qui a été engendré par quelque chose. De même que génésis, en grec, est le terme qui signifie engendrement, genèse, c'est-à-dire toujours la même chose, mais envisagée cette fois-ci du point de vue du processus lui-même, plutôt que de son origine ou de son commencement. Donc, genèse. Le verbe gignomai, en grec, signifie devenir, se produire, s'accomplir, s'engendrer. Alors, en latin, il y a gignere, G-I-G-N-E-R-E, gignere, qui signifie engendrer. Et puis, il y a le mot gens, que vous écrivez comme le français Jean, les gens, G-E-N-S. Gens, qui veut dire la race, la famille, la lignée. De là viennent les mots en français génération. Les organes de la génération sont les organes, et c'est toujours la même racine, génitaux. On va parler de congénères, pour congénères, ceux qui sont d'une origine commune, ceux qui ont eu un engendrement commun ou un développement commun. On parlera de l'indigène. L'indigène est celui qui est né dans quoi? Dans le pays même où il se trouve. L'indigène, ce n'est pas celui qui est né dans les Indes. Erreur étymologique quelquefois commise. Donc, l'indigène naît dans le pays. On dira aussi origine. Origine, c'est toujours l'idée de naissance, d'engendrement. Général, l'adjectif général, signifie ce qui caractérise un genre, une propriété générale. On parle aussi de termes génériques. Une propriété générale, c'est une propriété qui appartient à la totalité d'un genre, c'est-à-dire d'un groupe d'êtres qui ont une origine commune, qui ont suivi le même processus de genèse ou d'engendrement, processus commun en vertu duquel, précisément, ils partagent cette propriété générale. Le verbe dégénérer signifie s'écarter du genre. Dire, par exemple, qu'un individu, qu'un être vivant, éventuellement même un être humain, dire que des institutions ont dégénéré, c'est dire qu'elles se sont écartées du genre qui est aussi le principe de leur naissance. Être dégénéré, c'est avoir perdu les caractéristiques qui étaient non seulement génériques, mais génétiques, c'est-à-dire, indépendamment de toute référence scientifique à des chromosomes ou à des gènes, génétiques qui étaient liés à la naissance. Ce que j'étais à la naissance, ce que j'étais à l'origine, je ne le suis plus. J'ai dégénéré, ou je suis dégénéré, et l'on parle de régénération pour le processus qui ramène au genre, qui ramène vers l'origine. Régénérer. Régénérer, c'est ramener à l'origine et c'est ramener à ce qu'est la nature même du genre auquel appartient l'être considéré. Le génie, c'est la particularité native
native, c'est-à-dire qu'il a de naissance, par exemple, d'un individu ou d'un peuple. On peut parler bien sûr du génie de l'artiste au sens d'une capacité particulière, d'une capacité exceptionnelle, inouïe, de produire, de créer des œuvres d'art, mais le génie de l'individu ou le génie d'un peuple, c'est d'abord ce qui le caractérise du point de vue de sa nature originelle. Un individu ou un peuple tient de son origine, tient de sa race, si vous voulez, une série de caractéristiques ou de propriétés qui font son individualité, qui font sa particularité. Ce qu'on appelle le génie d'un peuple, c'est, si vous voulez, sa marque de fabrique, d'engendrement. Le nom de génie ne renvoie pas seulement à l'adjectif génial. Bien sûr, il y a des individus géniaux, il y a des artistes géniaux, des créateurs, des scientifiques géniaux, mais le génie, c'est d'abord la particularité native, la particularité originelle, et donc, d'une certaine façon, la propriété définitionnelle d'un être. Ensuite, l'ingénieux exploite les qualités innées qui sont les siennes. Ces qualités, justement, on va dire génétiques, mais au sens étymologique et pas au sens scientifique de la science génétique. Du côté du latin, toujours, sont apparentés au latin natura, qui veut dire la nature. Apparenté à natura, vous avez naître. Le verbe qui signifie naître en latin, c'est nascor. Nascor, N-A-S-C-O-R, c'est naître au sens biologique, au sens de la naissance biologique, mais aussi au sens de l'origine. Il ne s'agit pas de la naissance simplement au sens du phénomène physiologique, du phénomène organique. Il s'agit de l'origine, ce à quoi remonte l'être dont il est question, et donc l'identité de cet être, ce qu'il est. Natus, en latin, c'est né. Natus, c'est le participe passé du verbe né, du verbe naître, né donc. Innatus, inné, qui est né dans. Une propriété innée, c'est une propriété qui est née avec l'être qu'elle caractérise, en opposition bien sûr à la propriété ou à la qualité acquise, qualité qui lui a été adjointe après un certain moment, après une certaine durée de développement, d'engendrement, de genèse. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cela signifie que de leur origine humaine, de leur genre humain, de leur engendrement humain et du fait qu'ils ont été générés, engendrés par d'autres humains, qu'ils appartiennent à la lignée humaine, cela signifie qu'ils tiennent un certain nombre de droits. Ces droits sont naturels, non pas tant au sens où on pourrait les rapporter à l'ensemble de la nature comme ordre universel des choses, et encore moins les rapporter à la nature au sens de ce qui n'a pas été transformé ou de l'artificiel. Non, droit naturel, cela signifie que ce sont des droits qui sont inhérents à leur nature humaine, ce sont des droits qu'ils tiennent de ce qu'ils sont, parce que ce sont des droits qu'ils tiennent de leur enracinement même dans une lignée, dans un genre qui est le genre humain. Alors vous allez voir arriver toute une ribambelle de termes qui sont accrochés comme autant de wagons à cette locomotive originelle venue de l'indo-européen, gène, gnè, qui signifie donc engendrer et naître. En voici quelques-uns. Vous avez par exemple imprégné. Imprégné, ça veut dire faire pénétrer quelque chose dans ce qui existait originellement. Vous avez aîné, natif. Natif, c'est ce qui est de naissance ou de nature, parce qu'un natif du pays, c'est quelqu'un qui est né dans le pays. Mais par exemple, de l'or ou du cuivre natif,
C'est de l'or ou du cuivre tels qu'on les trouve dans la nature, sans qu'ils aient dû être extraits d'un minerai, sans qu'ils aient été transformés. Du cuivre natif, de l'or natif, se reconnaissent immédiatement au fait qu'ils ont les propriétés, les qualités, par exemple la couleur, l'éclat des matériaux que nous connaissons une fois que nous avons extrait des minerais que sont, par exemple, l'or ou le cuivre. Donc, vous avez natif. Vous avez naïf. Le naïf, c'est celui qui est dans l'état, qui est resté dans l'état où l'avait mis la naissance. C'est celui qui n'a que ce qu'il avait de naissance, qui n'a pas acquis de propriétés, par exemple de connaissances, de savoir-faire nouveaux, après son engendrement, que le cours de sa genèse, le cours de son développement n'a pas enrichi en particulier de qualités morales nouvelles, notamment du côté de la connaissance ou du savoir-faire, et donc il est naïf, il est comme l'enfant qui vient de naître. Il est comme le perdreau de l'année, hein, pour reprendre une expression commune. Vous avez aussi, même famille, Noël. Noël, c'est la nativité, c'est la naissance. Vous avez nation, bien sûr. La nation, c'est l'ensemble des êtres qui partagent une identité générique. Et donc, vous avez nazi. C'est ce que je vous disais récemment. On peut être surpris d'apprendre, en effet, que Noël et nazi ont la même origine. Nazi, c'est allemand Nationalsozialismus, c'est national-socialiste, et dans national-socialiste, vous avez nation, et dans nation, vous avez cette idée de naissance. Et donc, d'engendrement, et donc de genre, et donc, bien sûr, de race, puisque la nation allemande, pour un nazi, se confond avec ce qu'il appelle la race qui a un fondement biologique, mais dont l'identité ne se réduit pas à cette origine biologique, à cette communauté biologique, puisque cette identité va se manifester dans la race par des propriétés qui lui sont inhérentes et dont on va pouvoir repérer l'absence chez les êtres appartenant à d'autres races, notamment les races inférieures. Les propriétés que je tiens de ma race sont les propriétés qui me sont attachées, je les ai de naissance, et il n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire de les apprendre. Le sentiment de supériorité allemande, pour un nazi, ça ne s'apprend pas, ça peut se cultiver, mais ça ne s'apprend pas comme on apprend, par exemple, des propriétés d'objets mathématiques, ou comme on apprend l'histoire de son pays. Le sentiment d'identité allemand, il doit être inné, on doit en être imprégné de naissance. Et vous connaissez l'expression « bon chien chasse de race ». Bon chien chasse de race, cela veut dire qu'il chasse de naissance, c'est une qualité innée. Nous trouvons aussi un terme qui n'était pas a priori très évident de rencontrer ici, c'est le terme de néant. Le néant, qui signifie ce qui n'est pas, rien, eh bien néant, cela veut dire, c'est formé à partir du latin, negentem, non engendré. Le néant, c'est un non-être, parce que pour être, du moins pour être dans une conception antique de la nature, il faut avoir été engendré, il faut avoir connu un engendrement. Eh bien, le néant, c'est ce qui n'a jamais été engendré et qui, pour cette raison, est privé d'être. Là, on a affaire précisément aux êtres, peut-être par opposition aux choses. Les êtres, vous savez, quand on dit les êtres, par opposition aux choses, on pense en français aux êtres vivants. Les êtres sont les êtres vivants. Il y a dans une réflexion d'un jeune garçon qui observe le ciel nocturne en compagnie de sa bien-aimée et qui lui dit elle a un peu peur, elle n'est pas habituée à regarder la nuit, c'est une fille de la ville. Or, pour ceux qui connaissent cette nouvelle des lettres de Montmoulin qui s'appelle Les Étoiles, il faut la contraindre de passer une nuit à la Belle Étoile, précisément, et pour la rassurer, le jeune garçon lui explique que, évidemment, la
petite appréhension qu'elle a de se trouver dans cet environnement qui est inhabituel pour elle, tient au fait que cette nuit, la nuit, est occupée par une vie, une forme de vie qui n'est pas celle justement des êtres vivants. Et il lui dit, il a cette formule vraiment très parlante, le jour c'est la vie des êtres, la nuit c'est la vie des choses. Le jour c'est la nuit des êtres, la vie c'est la nuit des choses. Alors, que remarquons-nous au terme de cette petite randonnée dans le paysage de l'étymologie du mot de nature? Eh bien, nous remarquons que cette diversité, cette richesse sémantique s'ordonne de façon unifiée, unitaire, autour d'une idée centrale qui est l'idée de vie. Dans nature, vous avez toujours naissance, croissance, vous avez l'idée d'une puissance autonome d'engendrement, l'idée d'une production spontanée de séries d'effets. Et tout ça, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Un être vivant, ce n'est pas seulement un être dont on va remarquer qu'il se déplace, par exemple, qu'il se nourrit ou qu'il se reproduit, c'est surtout un être qui fait tout cela en vertu d'une impulsion, en vertu d'une tendance au mouvement, prenez mouvement au sens le plus général, qui veut dire faire ceci, faire cela, aller vers ceci, aller vers cela, se développer de telle façon. Eh bien, le vivant est celui qui est animé d'un mouvement, à commencer par sa croissance, par son engendrement au cours de son existence, eh bien, par une tendance, une propension à se développer de lui-même. Le vivant, c'est ça. Et c'est ce qui fait les choses de lui-même. C'est ce qui fait, par exemple, que même le plus élémentaire des unicellulaires est un être vivant. Il est capable d'aller vers, ou au contraire de se détourner d'eux par un mouvement qui lui est propre, alors que le mouvement de la rivière lui est imposé par une cause purement extérieure, qui est la pesanteur. Elle descend de sa source vers l'embouchure ou vers la confluence des cours d'eau par le simple effet de la pesanteur, qui n'est pas une force qui lui est interne, qui lui appartient. Eh bien, donc, l'unité sémantique que traduit tout cet univers, toute cette richesse étymologique, c'est une unité qui se construit à partir de l'idée autour de l'idée de vie. Or, nous constatons que très souvent, et d'ailleurs je dirais même trop souvent, beaucoup trop souvent, nous avons tendance, dès que nous entendons le mot nature, ou dès que nous prononçons le mot de nature, nous avons tendance à immédiatement penser ou à faire l'enchaînement avec la vie, par exemple avec la biosphère. Lorsque nous parlons de la nature, nous sautons en général assez vite sur l'eau, les nuages, les étoiles, les montagnes, pour aller aux végétaux et aux animaux. Pas tous les végétaux, pas tous les animaux, car nous allons voir bientôt que au sein des animaux, par exemple, de très nombreux organismes ne sont jamais sollicités, on ne pense jamais à eux quand on évoque l'idée de nature. De fait, pour beaucoup d'entre nous, spontanément, la nature, c'est le vivant, c'est le monde de la vie, c'est le monde des organismes, ce sont surtout les animaux. Et ce n'est certainement pas par hasard que telle organisation de défense de la nature, tel organisme de protection de la nature, prendra pour emblème, par exemple, un vertébré mammifère, un animal, et non pas, alors même pas, bien que ce soit un animal aussi, un lombric, alors que les lombrics pèsent à la surface de la Terre, je parle de peser en termes de masse, les lombrics pèsent à la surface de la Terre beaucoup plus que, par exemple, tous les vertébrés réunis, beaucoup plus, sans parler des humains qui n'en sont qu'une toute petite partie des vertébrés. Et donc, un organisme, une organisation de défense ou de protection de la nature va choisir comme emblème le panda, par exemple, et non pas un animal unicellulaire ou un invertébré. Et encore moins, par exemple, alors que ce serait parfaitement concevable, il serait concevable que
une organisation internationale de protection de la nature, prennent pour emblème, par exemple, la molécule d'eau, H2O, qui est la molécule d'eau, qui est dans la nature un élément absolument décisif et crucial, beaucoup plus que le panda, beaucoup plus que l'once des Pyrénées, beaucoup plus que la baleine et beaucoup plus que n'importe quelle espèce animale. L'eau est évidemment un élément crucial du maintien de la vie, évidemment, mais aussi de l'identité des paysages naturels, puisque vous le savez, la planète Terre, quand vous la regardez déjà d'un tout petit peu loin, eh bien vous voyez que c'est ce qu'on a appelé quelquefois la planète bleue. Il faut savoir pourtant que cette réduction de la nature à la biosphère, au monde vivant, est extrêmement, je dirais, plus que discutable, plus que contestable. Elle est, comme identification, complètement erronée, parce que la vie organique reste un phénomène quantitativement infinitésimal par rapport à la masse minérale de la Terre. Si nous rapportons la masse des vivants, alors toute forme de vie confondue, depuis les unicellulaires jusqu'à l'humain, en passant par toutes les formes animales, végétales, par les champignons, par tout ce qui est vivant sur la Terre, si nous rapportons la masse de tout cet ensemble à la masse minérale de la Terre, à ce qui, de la masse minérale, n'est pas du vivant, mais de l'inorganique, eh bien, cela donne un rapport environ de 1 à 10 milliards. Le minéral pèse dans le bilan général global de la planète Terre environ 10 milliards de fois, c'est un ordre de grandeur, je ne vous garantis pas l'exactitude du chiffre, mais environ 10 milliards de fois la masse de ce qui est vivant, organique, biologique à la surface de la Terre. La même réduction, qui est une réduction, comme diraient les linguistes, métonymique, la métonymie consistant à désigner un tout par la partie, comme quand vous dites par exemple je cherche un toit pour dire que vous cherchez une maison. Eh bien, quand vous dites j'ai pris le volant pour dire que vous conduisez la voiture, eh bien une même réduction métonymique s'exprime, se manifeste, se trahit dans la réduction du vivant à l'animal, voire à l'humain. Ici, puisqu'il s'agit de la nature, il faut quand même rappeler quelques chiffres. Dans la biomasse terrestre, la masse globale du vivant sur la Terre, les bactéries pèsent pour 13% du total, 13%. Les végétaux pèsent pour plus de 80%. Les champignons pour 2%. Les animaux, toutes espèces confondues, c'est-à-dire pas seulement les animaux que nous appelons de façon tout à fait impropre supérieure, les mammifères vertébrés, non, tous les animaux représentent moins de 0,4% de la biomasse terrestre. Et de ces 0,4%, l'homme constitue 2,5%. Je répète bien, 2,5% de 0,4% de la biomasse terrestre totale. 0,4% de 2,5%, c'est la part de l'humain dans la masse de la vie sur Terre. Cette part est très inférieure, la part que nous constituons, nous, humains, en termes de masse, est très inférieure à la masse des virus, par exemple, qui pèsent beaucoup plus que nous à la surface de la Terre. Il faut ajouter, il y a autre chose après, il y a ce qu'on appelle les archées, les protistes, bon, je n'entre pas dans les détails. Si vous allez à l'article biomasse de Wikipédia, vous aurez toutes les données que vous pouvez attendre. Alors, voilà, lorsque je parlais, et c'est pour ça que j'ai intégré cette partie, cette section sur l'unité des concepts de nature et de vie. Unité, attention, unité superficielle, unité pour nous, parce qu'en réalité, la nature, ce n'est pas la vie, et la vie n'est pas toute la nature. Mais si j'ai consacré ici, dans ce moment de la deuxième détermination de l'idée de nature comme puissance, si j'ai réservé une petite réflexion à la vie, et si je suis passé par l'étymologie,
C'est précisément parce que, très souvent, la représentation que nous nous faisons de la nature, c'est la représentation d'une puissance vitale, d'une puissance vitale. Ne disons pas d'une puissance organique, parce qu'avec l'idée d'organicité, avec l'idée d'organisme, vous introduisez déjà dans l'idée de vie une dimension qui est, je dirais, beaucoup plus étroite, beaucoup plus déterminée que ne l'est la notion générale de vie. Il n'y a pas besoin, pour être pensé comme vivant, de posséder un organisme. Il est peut-être nécessaire pour être vivant de posséder un organisme. Je veux dire qu'il est possible qu'il n'y ait rien d'autre de vraiment vivant que ce qui possède un organisme, et que posséder un organisme soit une condition nécessaire pour être effectivement et pour exister sur Terre comme être vivant. Mais il reste que l'idée de vie, le concept de vie n'implique pas celui d'organisme. Je pense que on peut concéder qu'on soit croyant ou pas, ça n'a aucune importance. On peut concéder tout de même aux croyants, on peut concéder tout de même aux théologiens, qu'on soit soi-même croyant ou pas du tout, que l'idée de Dieu va difficilement sans celle de vie. Un Dieu qui ne serait pas inerte, un Dieu qui ne serait pas animé d'une force qui s'exprime, et sans doute d'une force consciente ou spirituelle, ne serait pas vraiment adéquat à l'idée de ce qu'on entend par Dieu. Donc, il faut bien comprendre que il est tout à fait possible que la condition pour qu'existe matériellement, réellement, physiquement, la vie sur la Terre, soit un organisme, mais le concept de vie ne se réduit pas à ceux d'organisme ou d'organisation. Mais ce qui est sûr, c'est que les notions de vie et de puissance ont une parenté, et plus qu'une parenté, ont une consubstantialité essentielle, je pense. C'est-à-dire que nous pensons spontanément et naturellement toute vie comme puissance, et nous séparons difficilement l'idée d'une puissance qui s'exprime, d'une puissance qui se manifeste, d'une puissance qui se déploie dans une diversité d'effets, et d'effets souvent très impressionnants, très spectaculaires, d'effets producteurs, d'effets destructeurs, comme je l'ai dit dans le moment précédent. Eh bien, ça, nous le pensons difficilement en dehors d'une référence à la vie, d'où la nécessité, en fait, de dire cette unité de la vie et de la puissance. Alors, dans le moment suivant, qui sera le quatrième moment de notre détermination générale de l'idée de nature, j'examinerai une troisième et dernière détermination positive de l'idée de nature. Une fois que nous aurons fait le tour de ces trois manières de déterminer l'idée de nature, quand nous aurons fait le tour, donc la nature comme ce qui s'oppose à l'artifice, la nature comme primaire, comme première, la nature comme puissance, la nature comme ordre légal, eh bien nous aurons, je dirais, déterminé la nature dans les points fondamentaux de ce que désigne le terme. Et la troisième détermination positive de l'idée de nature, eh bien, consistera à la faire apparaître dans sa dimension d'ordre légal. Voilà, la nature sera enfin déterminée, après avoir été déterminée par opposition à l'artificiel, comme avoir été déterminée comme ce qui précède toujours la nature, c'est le primordial, souligne Merleau-Ponty. Après avoir été déterminée comme puissance, eh bien la nature sera déterminée comme ordre, et plus précisément comme ordre légal. Et ce sera l'objet du point suivant, donc du grand 4 de cette première partie, qui se terminera donc avec ce grand 4, détermination de l'idée de nature. Nous terminerons par considérer la nature au point de vue de ce que signifie l'idée d'un ordre légal, d'un ordre de loi, bien sûr, par légal, par légalité, en un seul mot. Je n'entends pas quoi que ce soit qui ait rapport avec les lois juridiques, avec le droit, avec les codes, mais un ordre de loi, ce qu'on appelle les lois naturelles,
ce qu'on appelle la nécessité naturelle. Ça, c'est pour la séance de vendredi prochain, et donc je vous donne rendez-vous pour vendredi. Ne soyez pas trop impatients pour l'arrivée de ces séances sur la visio, sur la chaîne vidéo de l'UTL, parce que les voyages par les tuyaux informatiques de ce genre de vidéos se font assez lentement et pas toujours sans encombre. Voilà, je vous remercie.